Juste pour mettre un petit truc, il y a une chanson qui dit « Mets ton habit scaphandrier et dans le cerveau de ma blonde, tu vas descendre, que vois-tu ? Il est descendu, et dans la profondeur du vide, le scaphandrier s'est perdu. » Alors ça, c'est pour la tête de Macron, c'est ça? Non, mais dans la tête de Macron, c'est pas du vide. Mais là, c'est pas la blonde, c'est pas Jean-Brigitte. Il va pas se perdre, là, il va se noyer. Je dis pas dans quoi. Bon, c'est une chanson de Léo Ferré. Alors là, voilà. Le super chat. Bon, je trouve que cette question de ce monsieur pourquoi est attaquer tout à l'Europe fait alors qu'elle va s'écrouler d'elle-même? L'Europe s'est mise elle-même dans une situation politico-diplomatique absolument sans issue. Elle sait que le monde qui va se construire après va se construire sans elle, ou ça sera une autre forme, sans OTAN et sans Europe, c'est la fin. Donc elle radicalise, d'autant plus qu'elle est au bout du rouleau. C'est ce qu'expliquait Bernard Wicht dans une interview que j'ai écoutée aujourd'hui, qui est excellente. Et dans une situation comme cela, il n'y a qu'à attendre qu'ils tombent. Ils vont tomber. Et imagine que Poutine prenne Slaviansk Kramatorsk et dit maintenant je veux négocier. Les Américains vont se précipiter dessus et ils vont dire bon ben à Zelensky, maintenant tu es fini, you have lost, you don't have the cards. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Européens? Ils sont foutus politiquement. La guerre, c'est the winner takes all. C'est ça. Et c'est vae victis. Ils sont cuits. Alors, je pense que cette question est absolument excellente. Et je crois qu'avec des signes, on met en bouteille la Tour Eiffel. Tout ça, ce sont des conditionnels. La victoire est certaine sur Slaviansk, c'est pas du conditionnel. La chute de l'Europe, si la victoire est certaine, elle est certaine aussi. Il n'y a pas d'exemple de pays qui ait vraiment perdu une guerre et qui soit resté en tant que régime. Ça n'existe pas. Il faut voir la multiplicité des acteurs, notamment le MI6, le service de renseignement britannique, qui pilote la politique étrangère britannique. C'est le MI6. Le MI6, c'est le champion des coups tordus. Alors voilà, est-ce qu'il y a ainsi, alors là j'allais poser justement cette question un petit peu en dernière partie d'émission, c'est ce risque d'un fast flag, d'une attaque sous faux drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est la question que je posais déjà ce matin dans la matinale à mes invités. Eh bien, c'était Henri Roure et c'était Jacques Cheminade. C'est le sujet finalement de pourquoi toute cette propagande, pourquoi à ce point la propagande, pour vendre des armes ou plutôt pour financer l'Ukraine, il n'y avait pas besoin d'en faire autant qu'ils en font actuellement, les médias occidentaux. Est-ce que ils ne cherchent pas à développer un narratif d'un Poutine qui serait acculé et qui à ce moment-là commettrait l'irréparable, mais il ne s'agirait pas en fait réellement d'une attaque russe, mais d'un faux drapeau? Est-ce qu'il y a ce risque du faux drapeau? On l'a déjà évoqué plusieurs fois dans nos émissions. Il y a le risque du faux drapeau. Je m'en réfère par exemple au fameux massacre de Boucha. Oui, Boucha. On sait bien qui c'est qui a organisé ce faux charnier de Boucha. C'est les services anglais avec les services ukrainiens. Ouais. Les services anglais se sont illustrés pendant la guerre des Balkans en organisant des faux charniers, notamment au Kosovo. Tout à fait. C'est des spécialistes. Et c'est une tradition qui s'est beaucoup développée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces coups tordus des SAS, le bras armé du MI6, ils ont, les Anglais, un savoir-faire particulier pour ça. Et c'est peut-être hérité d'ailleurs d'une tradition viking très lointaine. Et tu remarqueras que dans ces cas-là, on tire régulièrement sur les écoles des enfants, sur les maternités, sur les lores. Et c'est typique de la période actuelle. Mais alors c'est très dangereux, parce que justement, comme la guerre médiatique est une composante majeure de la guerre aujourd'hui, et ce n'est pas un simple ornement ou une broderie, la guerre médiatique. La guerre médiatique est un élément extrêmement important de la victoire. D'ailleurs, il n'y a que voir la guerre du Vietnam. Ho Chi Minh avait dit « Nous gagnerons la guerre dans les salles de rédaction de New York ». Et effectivement,
D'où la distinction qu'on fait entre le stratégique et le reste. On peut gagner stratégiquement une guerre, comme l'Iran gagne une guerre sans l'avoir réellement gagnée et militairement. L'offensive du Tet en 68 menée par les Viet Cong les avait éreintés, les Viet Cong. En réalité, ils ont perdu 80% de leurs bonnes troupes dans cette offensive du Tet. Et cependant, c'est eux qui ont foutu dehors un coup de pied au cul les Américains. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique américaine s'est retournée contre cette guerre. Alors, est-ce que ça pourrait arriver à Poutine demain ? Eh ben, oui, aussi. Ah, je regrette, oui. Parce qu'il y a une opinion publique en Russie. Parce que ce n'est pas l'opinion publique occidentale, premièrement. Oui. Et deuxièmement, parce qu'il a 70% de bonnes opinions. Et troisièmement, parce que le jour où il a un besoin d'un fusible, il est en face de lui en Ukraine, il l'a calculé, l'opinion publique sera contente et dira Poutine est un grand homme, il a gagné sa guerre. Simplement parce qu'il aura zigouillé Zelensky. Mais il n'aura pas réglé son problème parce qu'il n'aura pas conquis tout ce qu'il... Je ne crois pas du tout que Zajolny, est dans la main des anglo-saxons, qui est ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui se fait faire des beaux costumes chez les meilleurs tailleurs de Londres et qui goûte actuellement les délices de la capitale britannique, je ne pense pas que Zajolny fera une autre politique que Zelensky. Alors là, il est dans la main des anglo-saxons complètement. Il est dans la main des anglo-saxons, Zajolny. Mais ils seront peut-être... Qu'est-ce qu'il pourra faire d'autre ? Il fera ce que lui diront de faire Washington et Londres, c'est tout. Ben, oui. Et donc, il prorogera la politique de Zelensky. Donc. Et ben, à ce moment-là, Poutine ira jusqu'à Odessa, tout simplement. Et avec plus de compétences que Zelensky, en plus. Poutine ira parce que lui, c'est un vrai militaire. Donc, moi, j'ai aucun optimisme sur Zajolny. Et je crains beaucoup les bouts de feu britanniques dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils pourraient concrètement faire ? Eh bien, par exemple, ils pourraient... Ils vont livrer de l'uranium enrichi, ça on le sait, pour les centrales nucléaires oui, et puis peut-être, par exemple, ukrainiennes. Provoquer une petite catastrophe nucléaire. Sur une centrale. Laurent, tu dis ça depuis 4 ans. Chaque fois que ça fait 4 ans qu'aussi Poutine a gagné la guerre. 4 ans que tu dis qu'il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre. Moi, je veux bien, mais depuis le premier jour. Il dit ça à chaque fois. Il y a ça depuis le premier jour. Rappelle-toi la première visite de Grossi à la centrale qui était bombardée en permanence avec la population d'Energodar qui lui amène une pétition signée par 200 000 personnes qui lui dit « S'il vous plaît, devant les caméras du monde entier, dites à l'ONU et aux dirigeants européens qui disent aux Ukrainiens d'arrêter de nous tirer dessus. » Donc tout le monde savait que c'était les Ukrainiens à l'époque. Ça n'arrive pas. Et on tirait déjà sur les centrales nucléaires à l'époque. Ça n'arrive pas jusqu'au moment où ça arrive. Trump ne devait pas attaquer l'Iran. Hein. Comment ? Trump, il ne devait pas attaquer l'Iran. Hein. Trump ne devait pas attaquer l'Iran. Hein. C'était pire. Oui, c'était pire. Oui. Et donc, c'est pire. Oui. C'est pas rationnel, c'est pas logique. Il a fait une chose complètement absurde. Non. On n'ouvre pas le sujet sur l'Iran, mais c'est pas absurde. Non, on ne va pas l'ouvrir. C'était pas absurde, Laurent. C'était pas absurde. Le pacte irano-saoudien, on a dit qu'on n'ouvrait pas le débat. C'était pas absurde. Bon, absurde ou pas absurde. C'est la tactique qui était absurde, mais c'est pas la stratégie. Et l'attaque de l'Ukraine par Poutine, pratiquement personne n'y croyait. Même moi, je n'y croyais pas. Hein. Non, c'est vrai. J'y croyais pas. Preuve. Antoine Guénaud. Oh oui, non, il peut tout arriver. Des faux drapeaux, ça peut très bien arriver. Nord Stream en était un plus ou moins, quand même. Oui. Doute un petit peu. Là, ils ont utilisé, je vais mélanger les pinceaux, mais c'était un drone ukrainien contré par la Russie qui est tombé en Roumanie, ou l'inverse, je sais. C'est un drone ukrainien. Voilà, les médias français, en tout cas les médias internationaux et français, ont dit que c'était, ça y est, une attaque de drones russes sur la Roumanie. Donc, médiatiquement, ils sont capables de tout. Alors qu'après, ça a été très peu, cette information a été très peu contrée ensuite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester dans le peuple français, qui vont rester sur cette information-là, alors qu'elle était complètement fausse et qui a été débunkée après. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir tout simplement une attaque massive de drones et de missiles balistiques sur Moscou ? Oui.
Mais ça, à mon avis, dans 2 mois, ils ont les moyens. Ils les ont déjà. Et là, normalement, même si, encore une fois, François nous explique que la doctrine, ça n'a pas d'importance, la doctrine nucléaire, elle est très claire. Ça. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. Je dis que l'objet d'un dirigeant politique, c'est d'abord un pragmatique. S'il a une doctrine, c'est comme tu as une stratégie, tu as un fil pour suivre ton action. Mais à un moment donné, la décision, tu n'es pas, je veux dire, ligoté par ta doctrine. C'est ça que je dis. C'est pas pareil. Pas pareil. Tu ne fais pas les choses parce que la doctrine te dit de le faire. Tu fais les choses parce que tu penses que ta doctrine te donne une bonne solution pour ce que tu veux arriver à faire. Quand il y a des ambiances de crise internationale grandissantes comme ça, on le voit bien dans l'histoire, à un moment donné, la température devient si élevée qu'une petite étincelle provoque l'embrasement. Ça, c'est une logique de percolation, comme les scientifiques l'appellent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'eau qui monte à 99 degrés sans changer d'état et qui, arrivée à 100 degrés, tout d'un coup change d'état et devient de la vapeur d'eau. Et on entre de plus en plus dans ces périodes d'élévation de température de plus en plus forte, où tout devient source maintenant de risques. Ça peut être des frictions incontrôlées entre avions de combat dans les airs ou de bateaux sur les mers. Ça peut être attaques sous faux drapeau, par exemple par le MI6. Et ces hautes températures porte le risque à un niveau extrêmement élevé. Laurent, je pense que quand tu dis ça, tu projettes ta propre peur en réalité, ta propre peur, et tu te fais intoxiquer par les gens les catastrophistes. Voilà. Et je pense que les dirigeants, les vrais dirigeants, et Poutine en est un, sont beaucoup plus froids que ce que tu penses. Et que ce qui te semble, toi, vraiment la température maximum, quand eux regardent les choses, enfin, ils sont soumis à des pressions de toutes sortes et incommensurables. Il n'y a pas que cette guerre dans la tête de Poutine. Je pense que quand tu analyses la réalité du risque, aujourd'hui, je pense que Poutine n'est pas arrivé à la situation où il doit se dire « je dois absolument faire quelque chose ». Il n'y est pas. Je pense que le jour où il pensera qu'il y est, à ce moment-là, on verra. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y est pas. En juillet 1914, il n'y avait pas beaucoup de catastrophistes. Personne n'a vu venir ce qui est arrivé en août. À la suite de l'assassinat de l'archiduc François-Joseph, personne n'a rien compris, personne n'a rien vu venir. Eh bien, tu donnes de l'eau à mon moulin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit ça va péter, ça va péter, ça va péter. C'est pas dans ces circonstances que ça pète. C'est quand justement tout le monde pense qu'il se passera rien. Oui, c'est l'analyse contrarienne et je la connais bien. Voilà. Mais là, tout le monde ne pense pas, justement. Tout le monde oui, mais tout le monde a peur aujourd'hui. Tout le monde pense que les risques sont élevés. Personne ne dit c'est un lit de rose. Personne ne dit ça. Non. Mais beaucoup pensent quand même, François, que le nucléaire est une assurance tout risque. Oui. Et ça, c'est peut-être une erreur. C'est exactement. Si tu regardes les chaînes subventionnées, il y a un climat d'euphorie. Ils ne sont pas du tout inquiets. Ils n'ont pas du tout peur que ça dégénère. Ils font la guerre joyeuse sur les plateaux de télévision. Ce que tu dis, c'est contradictoire avec le fait que nos dirigeants essayent d'insuffler dans toutes les opinions européennes la terreur de l'attaque des Russes. Ils n'arrêtent pas de le dire. Et nos enfants, si on n'est pas capable d'envoyer nos enfants à la mort, etc. Enfin, regarde ce qui se passe. On ne peut pas à la fois avoir ça et à la fois avoir des gens, comme tu dis, qui sifflotent à la télé. Ils sifflotent pas du tout à la télé. Et c'est parce que les opinions publiques ont du mal à suivre ça que justement il y a cette espèce de rhétorique macronienne et autres d'appel à la guerre et demandons le chef d'état-major et des autres pays européens. Mais on ne peut pas dire pour l'instant que les gens pensent que le nucléaire n'est pas une assurance de risque contre la guerre. Tu discutes avec la majorité des gens, ils te disent non, c'est pas possible qu'il y ait une guerre mondiale parce qu'il y a la bombe atomique. C'est ça. C'est la majorité des gens. N'empêche que si tu discutes avec eux vraiment,
tu t'aperçois que le nombre de gens qui ont vraiment la trouille est très élevé. Il y a une tension dans la société. Dans quelle société? De quelle société? Société occidentale, française? Français, oui, la société. Non, parce que toi, tu fréquentes des gens particulièrement fébriles, mais... Comment? Pardon? Tu fréquentes des gens particulièrement Ah bon? fébriles. Tu trouves? Mais moi, je trouve que la majorité des gens se disent, mais non, moi, je vois bien, quand je leur parle de la perspective d'une troisième guerre mondiale, avec la bombe atomique, c'est pas possible. Donc, c'est vrai, c'est un peu ça veut dire que la propagande européenne ne fonctionne pas? Elle ne fonctionne pas beaucoup sur les opinions publiques. Écoute... Non. Il parle d'une guerre à horizon 2030, c'est-à-dire qu'il, quelque part, il reporte. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la... Il y a beaucoup... Antoine la Guénon. peur joue aussi. Non, mais je me permets de... Allez-y. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui voient guerre avec la Russie et qui ne comprennent pas que c'est potentiellement guerre mondiale. La peur joue sur une attaque russe. Voilà, mais il y a des gens qui ont très peur et des gens qui n'ont pas du tout peur. Je pense qu'il y a un peu les deux aussi, vraiment. Ceux qui ont peur ont très peur, ceux qui n'ont pas peur, effectivement, oui, mais avec le nucléaire, on n'a rien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tous les mécanismes, comme on parlait de 14, de percolation, etc., qui peuvent arriver. Parce que depuis tout à l'heure, on est quand même sur Ukraine-Russie, mais le conflit peut complètement, encore une fois, dans un conditionnel, etc., peut devenir mondial, toujours. C'est évident. Que se passera-t-il si les Ukrainiens attaquent Moscou? Je ne sais pas. Que feront les Chinois? Que feront l'Iran? Que feront les Briques? Que feront les Occidentaux? Mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur des logiques de bloc qui menacent, on va dire, de faire ça. Mais je ne sais pas si les Français ont cette peur. La peur, elle est dirigée sur les Russes. C'est pas forcément le risque de guerre mondiale qui... Là, j'ai l'impression que sur le nucléaire, il y a un pays qui ne veut surtout pas en entendre parler et qui a mis une ligne rouge, c'est la Chine, sur le nucléaire. Ce qui explique, à mon avis, aussi beaucoup de la position russe. Mais déjà, il faut voir une chose. La Chine était absolument pas pour que Poutine attaque l'Ukraine. Non. Oui. Poutine l'a fait sans demander son avis à Xi Jinping. Ah oui. Donc l'idée que Xi Jinping a un contrôle absolu sur Poutine, etc. Personne n'a dit ça. Non, c'est vrai. J'ai pas dit ça non Personne, plus. Non, il ne l'a pas dit. Non, je l'ai pas dit. Non. Mais pas dit. Il y a une idée... On sait très bien pourquoi Poutine a attaqué. Poutine a attaqué parce que il avait eu la preuve qu'il y avait une offensive qui était prévue pour un nettoyage ethnique, pour éradiquer la population du Donbass. C'était ça l'objectif. Et on voit bien... Qui considère comme des Russes et qui lui demandait, qui le suppliait d'intervenir depuis 8 ans. Donc ça veut dire s'il a fini par intervenir, c'est vraiment qu'il s'est dit je peux pas faire autrement. Et on voit bien le Il pouvait pas les laisser massacrer des millions de personnes. Et puis il se sentait militairement prêt aussi. Parce que Minsk n'a jamais été fait, les protocoles de Minsk... Il se sentait prêt militairement, je pense, aussi. Bien sûr. Ce qui n'était pas le cas. Et on voit bien les logiques infernales à l'œuvre. Les Occidentaux, dans cette affaire, jouaient les bouts de feu. Et à un moment donné, ils ont acculé Poutine à frapper en premier, mais ils l'ont acculé à ça. Donc on voit bien les logiques infernales à chaque fois. Oui, mais là, on n'est pas dans la même logique, Laurent. Où est-ce qu'il est acculé, Poutine? Où est-ce qu'il est acculé aujourd'hui? Moi, je maintenant, mais au fil des mois, ça va venir. Ben, on verra. Ouais. Au fil des mois, on verra. Et je pense qu'il, lui, fait probablement le même raisonnement que toi. Il dira, bon, on verra. On va voir si Slaviansk et Kramatorsk tombent. On verra si, etc., etc. Voilà. Il continue à négocier avec les Américains en disant si on gagne la guerre et qu'on rouvre le business avec vous, est-ce que vous êtes d'accord? Il mène plusieurs trucs en même temps, c'est ce qu'il fait. Et il y a Trump qui patauge tellement dans la semoule avec l'Iran et qui maintenant est en train d'encenser Zelensky et donc de gâcher tous les acquis de la rencontre d'Anchorage. Est-ce qu'il encense vraiment Zelensky, Trump, ou bien est-ce que ça c'est la propagande mais tu les prends au premier degré, c'est du cinéma et Poutine le sait. Moi, je vois une chose, c'est que Starlink continue à jouer un rôle crucial pour guider les missiles et les drones ukrainiens sur les cibles dans la profondeur du territoire russe. Sans Starlink, il n'y arriverait pas. Et moi, je juge les faits. Les faits, c'est que pour l'instant, Trump continue à soutenir l'effort de guerre ukrainien. On est d'accord. Tout le reste, et en même temps, il prépare la suite. Et il prépare plus rien. Il est dépassé. Non, je pense pas. Patoche dans la choucroute. Je crois pas ça.
Le gorille, le gorille a tellement secoué la cabane qu'il est affolé, ses yeux roulent dans ses orbites. Il se met à trembler, il ne sait plus quoi faire. Le gorille est dépassé par ses propres erreurs. Mais non, tu les prends pour des crétins, c'est pas des crétins. Dans le domaine, des fourbes, mais c'est pas des crétins. Dans le domaine de la politique étrangère, si. Si. Je crois pas. C'est pas Richelieu. Hein. Personne n'a dit que c'était Richelieu. Oui. Or, il faudrait un Richelieu dans ce genre de situation. Ah ben, on en est loin. En France, en tout cas. On en est très loin. C'est un analphabète de la politique étrangère. Mais tu vas voir que les analphabètes de la politique, c'est pas lui, c'est nous. Parce que lorsque la guerre va s'arrêter, ils seront les premiers à faire du business et nous, on le fera pas. C'est nous les couillons. C'est pas Trump. Trump, il est placé. Tu vois pas qu'il est placé? Il attend que ça tombe. Il ramasse des deux côtés. Alors tu me diras, c'est pas joli comme méthode. Pour le pognon, tu dépends des happy end qui sont bien loin de la situation actuelle. Antoine Guénaud, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas à court terme, parce qu'à plus long terme, il y aura plusieurs choses. Il y aura un changement, ça créera certainement un changement du paradigme mondial, mais à court terme, oui, il y a sur les deux tableaux, le pognon tombe dans les fouilles américaines, que ce soit pour les armes et de l'autre côté pour la future reconstruction de l'Ukraine, ils seront déjà bien placés. Et regarde par ailleurs ce que c'est que l'État ukrainien aujourd'hui. Rappelle-toi, tu as écouté comme moi, je pense, l'interview de Madame, comment elle s'appelle, son ancienne porte-parole, avec Tucker Carlson. Madame, comment elle s'appelle, Mandel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Gouverner par trois choses. Le refus de la réalité, donc ça veut dire une vision totalement hors sol. Deuxièmement, c'est la drogue. Et troisièmement, c'est la corruption. Elle a dit ça. Donc cet État ne tient plus non plus. Il tient par... il est sous perfusion occidentale, donc il est en état de survie. Il ramasse de l'argent. De survie prolongée. Ça, c'est pas un État qui construit, qui calcule et qui tient dans la durée. Donc, ça va tomber. Ce qui est dramatique, si je peux dire, c'est l'héroïsme à tout craint du peuple ukrainien. Alors ça, vous y croyez, à cet héroïsme du peuple ukrainien? Ça, c'est la propagande actuelle qui se déverse. Quand on les voit traquer les Ukrainiens pour les envoyer au front... Les mecs qui reviennent en disant qu'ils sont restés 2 ans dans les tranchées et qui sortent d'une tranchée une fois tous les 4-5 jours pour essayer d'aller pisser. Oui. Voilà. Donc mais moi, je suis impressionné par l'esprit de sacrifice de ce peuple. Mais c'est pas un esprit de sacrifice, c'est que l'on mesure. Les brigades de représailles les attendent pour leur tirer dans le dos si jamais ils reculent. Mais que l'on mesure au nombre d'estropiés qui circulent dans les rues de Kiev et des grandes villes ukrainiennes, il y a tout de même une abnégation, il faut bien reconnaître, une abnégation de ce peuple qui est phénoménal. Il y a des dizaines de milliers et des centaines de milliers de déserteurs, donc il ne faut pas exagérer. Mais ça n'empêche qu'il y a ceux qui continuent à se battre. Comme il y a des groupes militaires néo-nazis qui sont juste derrière eux. Hein. Ils vont au front avec la baïonnette dans les reins. Rien à bouffer, on vole leurs armes et leurs rations. Si vous voulez secouer ce joug, ils pourraient le faire. Hein. Le gros de la troupe ukrainienne, si elle voulait secouer le joug néo-nazi, elle pourrait le faire. Hein. Non, il y a tout de même cette abnégation patriotique que je dois dire qui force l'admiration, il faut reconnaître. Il y a des désaccords. Le plus gros malheur, c'est surtout que c'est un malheur pour ce peuple qui est sacrifié sur l'autel d'élargissement de l'OTAN, etc. C'est un peuple. Tu sais pourquoi ils tiennent? C'est sûr. Voilà, parce qu'ils meurent et qu'on les remplace. Ils faisaient 50 millions en 91. Maintenant, ils sont 22-23 millions. Et ils continuent à résister. Entre tous ceux qui sont partis. Mais non, ils continuent pas à résister. On les tue au fur et à mesure. Parce qu'on les remplace tous les... je crois que sur le front, je crois que la moyenne... la moyenne de vie, c'est une semaine, cet ordre-là. Et qu'encore une fois, une vraie politique diplomatique, etc., aurait pu faire quelque chose pour éviter ce massacre. Bien sûr. Les accords de Minsk, etc., s'ils avaient été appliqués par nous, de la France et de l'Allemagne, c'était des solutions simples, une neutralité internationale de l'Ukraine et une autonomie des provinces russophones d'Ukraine. Voilà, c'était pas dur, entre guillemets, mais c'était
assez simple comme revendication. Voilà. Dernière question du super chat, ou remarque, observation. Est-ce que le nucléaire n'est pas la ligne Maginot de notre temps ? Oui, moi j'en suis persuadé depuis un moment. Je pense que le nucléaire tactique, d'ailleurs introduit dans la doctrine russe maintenant, en cas de menace sur les intérêts vitaux de la Russie, il y a eu une mutation de la doctrine militaire russe. Oui, il y a 2 ans, qui a accompagné la mutation de la doctrine militaire américaine. Et c'est à prendre très au sérieux. Oui, absolument. Oui, c'est à prendre très au sérieux. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus la tentation du nucléaire tactique, aussi bien du côté russe que du côté américain. Et d'ailleurs, les Français feraient bien de s'équiper à nouveau de bombes nucléaires tactiques, puisque en ayant détruit les Plutons et les Hadès, ils n'en ont plus. Et ils sont barricadés derrière l'idée qu'ils sont à l'abri parce que le nucléaire stratégique est en leur possession, mais le nucléaire stratégique, c'est pas crédible. S'il y a le nucléaire stratégique, c'est le nucléaire anticité, des bombes à hydrogène, des mégatonnes, des destructions massives. Si un nucléaire tactique qui tombe quelque part en France, on ne va pas faire tirer les sous-marins nucléaires pour rayer de la avec Macron, tout est 80 possible. millions de Russes. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc, le nucléaire tactique s'impose de plus en plus. Je vois dans le travail doctrinal russe et américain comme une arme du champ de bataille, et ça finira par arriver. Je pense pas du tout ça. Alors ça, François n'est pas d'accord. Je pense pas du tout ça, parce que le nucléaire a une telle puissance, je veux dire, symbolique et psychologique, qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre le tactique et le stratégique. Ça, c'est le dogme. Attends, je pense, pour ma part, que les Russes ont parfaitement compris ça, et que c'est la raison pour laquelle ils ont inventé l'Oreshnik, qui sert à répondre sur le champ de bataille sans que tu aies la durabilité des radiations. Et que c'est pour ça. Et que, en fait, ils ont une avance sur les autres parce que dans ce domaine-là, ils ont une réponse que les autres n'ont pas. Et qu'il n'y a pas d'avenir pour moi au nucléaire tactique. Par contre, il y a un grand avenir à l'hypersonique avec les... comme ils ont tiré sur... le premier tir d'Oreshnik qu'ils ont lancé, avec un cratère qui a fait, je ne sais pas combien, 100 mètres de profondeur, tout le monde a compris qu'il n'y avait plus besoin de nucléaire tactique. Sauf que l'Oreshnik peut transporter une tête nucléaire. Il a pas besoin de ça. En tout cas, il a été conçu aussi pour ça, puisque... il est même conçu à l'origine pour ça. Ça ne s'emboîte pas comme un mécano d'enfant de 3 ans, hein. Et il faut le fabriquer, le museau, pour qu'il puisse prendre une tête nucléaire. Donc c'est bien que c'est dans l'idée des Russes de mettre une ogive nucléaire. Oui, frapper avec en plus des ogives Mirvé, donc plusieurs ogives, très rapidement, qui rend impossible l'interception. Et l'effet de surprise, on le sait que ce qui est le plus important, c'est le temps entre le moment où on déclenche le feu et le moment où il frappe. Et on réduit le temps. C'est ça, à mon avis, la raison principale de l'hypervéloce. Le fait qu'il soit hypersonique n'exclut pas du tout qu'il puisse être utilisé aussi avec du nucléaire. Avec du nucléaire. Absolument pas. Non, mais je pense qu'ils ne le feront pas parce que le nucléaire tactique, encore une fois, ça a une charge émotionnelle qui est énorme. Jusqu'au moment... Les gens ne feront pas la différence entre une bombe nucléaire tactique qui a tué des centaines de milliers de personnes et une bombe nucléaire qui a tué des millions de personnes. Les gens diront, ils ont envoyé une bombe atomique sur tel pays. Et ça sera l'opprobre mondial sur le pays qui aura fait ça. Chaque guerre mondiale s'est terminée sur l'émergence d'une arme nouvelle qui est devenue l'arme reine de la suivante. 14-18, ça s'est terminé sur l'émergence du char, les chars Renault français. Et le char a été l'instrument roi des batailles, l'arme royale. C'est ce que Gérard Chevrier dit, la Troisième Guerre mondiale sera nucléaire. Voilà. D'après Gérard Chevrier, il prononce le mot nucléaire à chaque fois qu'il passe sur un plateau depuis 20 ans. Donc, Ou même quand on va le voir, à Sarlat, Lara est allé le voir, il le dit toujours. Hein. Et tous les interdits sont faits pour être transgressés. Mais il ne s'est pas toujours trompé, hein, Gérard Chevrier. Einstein ajoutait que la quatrième serait faite avec beaucoup de bâtons, avec des bâtons. C'est pas parce que je dis que Bibi risque de choisir la religion musulmane demain matin que pour autant les interdits sont tous là pour être transgressés, mais ça ne veut pas dire qu'il
il y a des chances pour qu'il le fasse. Bibi. Donc, ne rêvons pas. Et Bibi. Benjamin Netanyahou. Ouais. Ah oui. Donc, voilà. Très bien. Eh ben, C'est messieurs, possible. un C'est mot. pas probable. Voilà. Allez, il reste 30 secondes, chacun, une 30 secondes de conclusion. Laurent. Moi, en tout cas, les raisonnements savants de François ne m'ont pas du tout rassuré. François. Oula. Écoute, suivons les événements. Moi, je trouve que les choses, finalement, si je me mets dans la tête de Poutine, ne se déroulent finalement pas si mal que ça. Il avance. Ça va moins vite que prévu, mais il avance. Il est juste devant le gros beefsteak qu'il convoite depuis le début. Et je pense que une fois qu'il aura mangé, les choses seront claires pour tout le monde, c'est tout. Et tout le monde fera la paix. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.